Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous allons apprendre à faire du slime, mais du slime qui ne colle pas. Ah mais non, je plaisante, on va parler d'économie. Mais cette petite introduction m'a été soufflée par ma petite fille de 10 ans qui découvre les joies de YouTube et donc qui apprend à faire du slime qui ne colle pas et donc qui imite ce que devrait dire son papa dans ses vidéos YouTube. Voilà, donc c'était assez rigolo. Enfin, bon, bref, petite anecdote personnelle. Cette semaine, nous allons parler richesse, pauvreté, inégalité. En fait, on va surtout parler d'inégalité. Alors, le titre déjà, c'est tout un programme, l'escroquerie de la lutte contre les inégalités. Je vais vous demander d'avoir la gentillesse, la bienveillance et la patience de suivre le raisonnement jusqu'au bout. Encore une fois, ce sont des pistes de réflexion, vous allez voir, c'est gênant, c'est fait exprès. Je veux que ce soit gênant parce qu'il n'y a pas de pensée quand c'est pas gênant. Une vraie pensée, elle remue, des vrais arguments, ça remue, ça surprend, ça interpelle, parfois même, ça choque. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt de la réflexion. C'est de cette réflexion parfois dérangeante que va naître en tout cas une idée de progression et puis surtout d'enrichissement du débat et d'épaississement de la pensée. Il n'y a pas pire qu'une pensée un peu légère ou une pensée un petit peu courte. C'est des poncifs. Moi, j'aimerais bien payer des impôts parce que si je payais des impôts, ça voudrait dire que je serais riche. Bon, ça c'est à peu près le degré zéro de la réflexion, c'est ce que j'appelle un poncif, une porte ouverte. Ça n'apporte strictement rien au débat sur les inégalités, comment on fait pour lutter contre les inégalités, et puis même, faut-il lutter contre les inégalités? Je vais vous emmener jusqu'à cette question-là. Alors, d'abord, je voulais vous parler du théorème de ma femme, qui a un grand théorème pour les plus vieux, qui, comme moi, ont plus de 40 ans, se souviennent de la publicité, vous voyez, c'est sur le site de lina.fr, donc ça ne nous rajeunit pas, mais des frites McCain, c'est ceux qui en mangent, c'est ceux qui en parlent le moins, qui en mangent le plus. Et donc c'était un slogan qui avait pas mal, qui marchait bien à l'époque, et puis la publicité était assez rigolote. Et donc, ma femme, elle a détourné ce slogan de manière assez empirique. Elle m'a dit, mon chéri, plus on te parle d'un truc, moins c'est le cas, et plus la réalité est l'inverse du truc dont on te parle, en fait. Et donc ça, vous pouvez le constater à peu près tous les jours. Moi, j'ai bientôt 46 ans. Et je peux vous dire que lutter contre l'insécurité, ça fait 46 ans que je l'entends, et plus on lutte contre l'insécurité, évidemment, plus elle augmente. Mais ça marche aussi avec la lutte contre la pauvreté. Moi, ça fait 45 ans que j'entends le fait qu'il faut lutter contre la pauvreté et elle augmente. Ça fait 45 ans et pensons à ce brave Coluche qui, s'il était là, aurait vraiment de quoi nous faire beaucoup rire. Heureusement qu'il n'est plus là. Eh bien, ce brave Coluche qui nous avait créé quand même juste quelque chose qui lui a complètement, dépassé et puis qui lui a complètement perduré, qui est évidemment les restaurants du cœur. Eh bien, ces restos du cœur, ils ont été créés par Coluche pour lutter contre le fait qu'il y avait des gens qui n'avaient pas à manger, qui n'avaient pas à bouffer. Voilà, je te promettrai pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. Et ça, on parle des années 80. On parle des années 80. Et donc, tous les ans, les restos du cœur servent de plus en plus de repas. Et donc, plus on parle de lutter contre la vraie pauvreté, évidemment, plus elle augmente. Plus on parle de lutter contre le chômage, je vous rappelle toujours mon âge antédiluvien, 46 ans, j'ai toujours entendu dire il faut lutter contre le chômage. Évidemment, le chômage a commencé à monter dans les années, fin des années 70, réellement, début des années 80. Et depuis, c'est une hausse inexorable du chômage. Et plus nous luttons contre le chômage, évidemment, plus il augmente. Et vous avez évidemment compris. Ma préférée, c'est lutter contre notre ennemi invisible, un ennemi qui n'a pas de visage. J'ai nommé la finance. Vous vous souvenez de la finance folle. Et donc, évidemment, plus nous luttons contre la finance, et plus la finance est hypertrophiée et considérablement importante. Voilà. Stop ou encore. Je pense que vous avez compris les illustrations que je voulais vous donner. Plus on parle de quelque chose, et moins cette chose est vraie, et plus on vous parle de la lutte contre les inégalités, et moins cette lutte contre les inégalités, aussi belle soit-elle, aussi cucugnangnang soit-elle à souhait dans le monde des ouin-ouin, eh bien évidemment,
plus nous parlons de lutte contre les inégalités, en réalité, plus nous les cultivons et plus elles augmentent, ces inégalités. Alors, pour lutter contre les inégalités, il faut plus d'impôts. Ça, c'est un truc, voilà, il n'y a qu'à augmenter les impôts, et donc, il y avait le président Queuille qui avait fait une phrase sur le fait qu'il n'y avait aucun problème, qu'une absence de solution ne pouvait régler, un vieux président de la République, et donc que j'ai un petit peu détourné sa maxime en disant « Dans ce pays, il n'est pas de problème qu'un nouvel impôt ne finisse, dont un nouvel impôt ne finisse par venir à bout. » Donc évidemment, à chaque fois qu'il y a un problème, on crée un nouvel impôt. Je vais vous raconter ma vie personnelle 2 petites secondes. Par chez moi, évidemment, on est inondé, enfin on n'était pas, maintenant on est inondé, et donc ça fait qu'à chaque fois qu'il y a des gros orages, et bien évidemment la chaussée, les trottoirs, etc., tout ça, ça déborde, l'eau elle dévale, on est dans une pente, l'eau elle dévale, ça déborde de la chaussée, évidemment, ça vient inonder la cave. De l'importance des greniers construits par nos anciens qui quand même savaient que des fois les caves c'était humide et que ça débordait. Et donc, par chez nous, les mamamouchis quand même ont pris vraiment le problème à bras le corps. Ils se sont dit, on ne peut plus laisser ces inondations se faire. Il est intolérable que nos concitoyens soient inondés. Et donc, nous avons comme un seul homme pris le sujet à bras le corps, les mains dans mon porte-monnaie, et nous avons créé la taxe Gemapi pour, c'est beau là, Gemapi, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Gemapi, voilà, pour prévention des inondations. Donc, sachez que maintenant, votre serviteur ici présent est toujours inondé quand il y a des orages, mais j'ai le portefeuille et le porte-monnaie allégés par nos mamamouchis, qu'ils soient nationaux ou locaux. C'est la même logique. Il n'y a évidemment dans ce pays pas de problème dont un nouvel impôt ne finisse par venir à bout. Sauf qu'en fait, les impôts viennent à bout de la richesse collective et finissent par créer de la pauvreté. Et c'est ce que je vais essayer de vous, non pas montrer ou de vous convaincre, c'est pas du tout le but du jeu. Encore une fois ici, votre réflexion libre, pleinement et entièrement libre, et justement pour qu'elle soit libre, je vous donne de l'information, je vous partage des raisonnements, et puis ils doivent évidemment être critiqués de manière pertinente en dessous pour enrichir le débat et les pensées de chacun. Je suis allé, ça c'est le site de l'INSEE. Pour lutter contre les inégalités, il faut plus d'impôts. Est-ce que ça marche? Et donc, je suis allé sur le site de l'INSEE et j'ai pris le truc basique qui est l'indicateur de pauvreté de 1996 à 2017. Alors, j'aurais aimé le trouver et pouvoir vous le faire sur un temps plus long parce que vous auriez vu qu'en fait, sur cette période-là, la pauvreté ne diminue pas, mais elle augmente pas. Mais si, bon, bref, c'est pas grave. Ce qui est très intéressant, c'est de regarder. En 1996, on était à 14,6% de taux de pauvreté. Et aujourd'hui, en 2017, on est à 14,1%. Là, on va augmenter avec la crise du Covid, etc. Évidemment, les chiffres de 2017, ils vont être dépassés. On va dépasser certainement le record de 1996, qui était de 14,6%. On va sans doute être à 15%, peut-être même 16%. Mais bon, c'est pas évident quand même qu'on explose tant que ça. On devrait dépasser, mais si l'État continue à faire l'open bar en termes d'aide sociale, ça va pas trop exploser. En tout cas, on va sans doute augmenter, dépasser, mais on devrait rester dans des chiffres, j'ose à peine dire tolérables, mais bon. 96, 14,6, 2000, 13,7, 2004, 12,7. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, cette baisse où on passe de 14 à 12, vous avez de la croissance économique sur cette période. Et c'est pas notre lutte contre la pauvreté qui la fonctionne, c'est la croissance économique, la bulle Internet, l'arrivée de la bulle Internet qui va donner de la croissance très forte de 1997 à 2003-2004. La croissance économique est forte. C'est l'une des plus fortes de la période récente. En plus, on a les attentats du 11 septembre 2001, l'explosion de la bulle Internet en mars 2000, les attentats du 11 septembre 2001, et donc les taux d'intérêt sont également très baissés et ils se rapprochent très fortement de zéro. Et donc, cette grosse baisse des taux d'intérêt va stimuler très fortement l'économie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en 2008, 2007, nous allons avoir la crise des subprimes, 2008, la crise économique, et là, ça repart. On était descendu à 12,7 en 2004, et en 2008 on remonte à 13,2, et en 2012 à 14,2.
Et oui, donc ça c'est la crise ici, la remontée du taux de pauvreté, elle est liée à la crise que beaucoup d'entre vous ont vécue et qui est la fameuse crise des subprimes qui a eu lieu maintenant il y a presque 12 ans, 12-13 ans. Et puis après ça va commencer à baisser à partir de 2012, très légèrement, 14,2, 14, et puis finalement ça remonte 14,1 euros. On est stable parce que la situation économique est pas bonne et donc on n'arrive pas du tout à faire baisser le taux de pauvreté. Et donc finalement de 1996 à 2017, on va dire à 2020, il ne s'est rien passé sur le taux de pauvreté, c'est toujours le même. Alors vous allez me dire, oui mais Charles, regardez, 875 euros, c'était le seuil de pauvreté mensuel en euros en 96, 1041 euros en 2017, ben oui, mais en données corrigées de l'inflation, les amis, et bien évidemment, on est pauvre à 1040 euros, oui effectivement, c'est pas quand même, c'est pas Byzance, hein, et c'est pas tous les soirs la bamboche avenue Montagne. Donc en gros, les inégalités ne baissent absolument pas quand on regarde sur le temps long. Les inégalités sont profondément constantes, voire même évidemment, elles augmentent. Donc c'est la seule chose qu'on puisse dire objectivement, objectivement quand on regarde les chiffres de l'INSEE, c'est que les inégalités baissent très légèrement quand la croissance économique est là et elles remontent assez légèrement aussi quand la croissance économique n'est pas là, en restant relativement stable autour d'une moyenne de 13%. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Et pourtant, cette pauvreté qui n'augmente pas, la France, on est là, on est les champions du monde, Danemark, Suède, Italie, Grèce, Pays-Bas. Non, en fait, au-dessus de nous, il y a la Corée du Nord. Donc, il y a le seul pays où vous avez plus d'impôts qu'en France, c'est la Corée du Nord. D'ailleurs, vous avez pas vraiment beaucoup de liberté en Corée du Nord et certains mamamouchis ici s'appliquent consciencieusement, loi après loi, à faire en sorte qu'on ressemble de plus en plus à la Corée du Nord, également sur les libertés individuelles. Donc, la France, 46,2% de recettes fiscales de prélèvement sur le PIB. Alors, pourquoi je voulais vous parler des inégalités? Parce qu'en fait, jeudi ou vendredi, il y a un nouveau rapport qui est sorti. Pour lutter contre les inégalités, il faut plus d'impôts. Rétablissons l'ISF. C'est un nouveau rapport qui est sorti. Et donc, les chiffres sont absolument hallucinants. La gauche du Sénat s'empare d'un nouveau rapport sur la suppression de l'ISF. Alors ça, c'est vrai, effectivement, Macron a supprimé l'ISF. Il a supprimé l'ISF et puis il a supprimé l'ISF et il a mis l'IFI à la place, l'impôt sur la fortune immobilière, qui, soit dit en passant, sachez que cet impôt-là rapporte plus que l'ISF, donc les pertes fiscales sont quand même pas considérables pour l'État. Alors, je voulais juste vous poser un petit raisonnement quand on parle de l'ISF. Quand on parle de l'ISF, qu'on dit l'ISF est un impôt juste. C'est sans doute l'impôt le plus injuste qui soit. Il peut sembler juste comme ça, mais il est en réalité très injuste. Pourquoi il est très injuste? Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que faire la générosité avec l'argent des autres, ça revient quand même à aller prendre l'argent chez les autres. Mais ces gens-là, si ils ont travaillé et que cet argent est évidemment bien acquis, ils n'ont volé personne. C'est ceux qui vont en bénéficier de leur argent qui sont plutôt en train de les voler. Alors on peut comprendre qu'il y a un taux de 20% d'impôt, de 30% d'impôt, peut-être même de 40% d'impôt, mais si je vous vole 70 ou 80% de toute la richesse que vous créez, même si vous aimeriez bien payer des impôts, parce que ça veut dire que vous gagneriez de l'argent, n'imaginez pas que ces gens qui gagnent de l'argent... ils le gagnent sans effort, quelques-uns, oui, celui qui a gagné au loto, bon, certes, d'ailleurs je vous rappelle qu'il est non imposable, celui qui a gagné les 200 millions d'euros au loto, les gains au jeu ne sont pas imposés à l'impôt sur le revenu, donc pour lui c'est du net. Bon. Alors, imaginez un entrepreneur qui lui travaille, il fait 100 euros de chiffre d'affaires, sur ces 100 euros de chiffre d'affaires, on va lui prendre 20% de TVA, donc ça veut dire qu'il lui reste 80. N'imaginez pas, vous allez me dire c'est le client qui paye la TVA. C'est pas vrai, c'est pas le client qui paye la TVA. La TVA, si vous voulez, elle est visuellement payée par le consommateur. Et donc on va dire c'est un impôt qui pèse sur le consommateur. Enfin, vous avez un prix de vente, d'accord? Donc ce prix de vente, en fait, si vous n'aviez pas de TVA, rassurez-vous, le prix de vente il baisserait pas et ça serait 20% de marge supplémentaire pour l'entrepreneur. Exactement ce qui s'était passé quand Nicolas Sarkozy avait baissé la TVA des restaurateurs. Les prix n'avaient pas du tout baissé. Et moi à l'époque j'étais banquier et on avait noté une nette augmentation des ouvertures de coffres dans les agences bancaires par les restaurateurs. Voilà, donc évidemment c'est parti dans la poche des restaurateurs. Donc la TVA en réalité c'est de la marge potentielle pour les entrepreneurs. Mais en tout cas sur 100% de chiffre d'affaires,
20% de TVA. Il lui reste 80. Vous avez 28% d'impôt sur les sociétés si vous êtes dans le taux réduit, sinon c'est 33%, mais prenons le plus bas, 28%. Il vous reste 57 euros. Puis après, vous avez, si vous êtes dans la tranche la plus élevée, vous avez 45% d'impôt sur le revenu, il vous reste 31 euros. Vous avez été taxé à hauteur de 70%. Je ne vous ai pas pris là votre taxe d'habitation, votre taxe foncière, je ne vous ai pas pris les autres taxes que vous êtes amené à payer dans la vie de tous les jours, les taxes que vous avez sur l'essence, bon, bref, toutes les taxes possibles, la GEMAPI, dont je vous parlais tout à l'heure, donc toutes les taxes possibles, et puis après, vous avez évidemment les taxes sur les dividendes, sur le rendement, c'est-à-dire que vous avez réussi à épargner un peu d'argent, puis si vous épargnez de l'argent, et bien vous avez des intérêts, des dividendes, et bien à ce moment-là, ils sont taxés également, et puis vous avez l'IFI, quand vous avez quand même réussi à mettre de côté, et puis maintenant rétablir l'ISF, et puis enfin, je rappelle quand même les taxes sur les successions, qui en ligne indirecte, peuvent aller jusqu'à 60% du patrimoine que vous léguez. Donc autant vous dire qu'objectivement, côté rapine et côté on se sert chez les gens, il est évident que quand vous voyez ça, vous voyez bien que c'est très difficile de créer des fortunes en France. C'est très compliqué de créer des fortunes en France quand vous voyez ça. C'est évident. Vous êtes surtaxé à tous les niveaux. Donc, qui dit qu'il n'y a pas de grosses fortunes qui se créent, dit aussi, non pas laisser tomber la théorie du ruissellement, c'est effectivement complètement fumeux, mais je ne vous parle pas des grands milliardaires, ceux-là, ils n'ont aucune utilité économique. Je vous parle de ce que moi j'appelle les petits riches, c'est-à-dire l'entrepreneur qui est capable de créer une société qui va employer 50, 100, 200, 300, 400 000 personnes. Et donc, c'est tout ce tissu de PME, PMI, d'ETI, les entreprises de taille intermédiaire, qui évidemment manque cruellement à la France par rapport à l'Allemagne par exemple. Et donc l'une des raisons de ces différences entre France et Allemagne, de maillage de TI, eh bien c'est fondamentalement la fiscalité et les successions, puisqu'en fait nous à chaque génération, voilà, on se balaye, on s'auto-castre et on s'auto-détruit nos propres créations, on se met des effets de seuil et donc évidemment les entrepreneurs ne veulent pas dépasser certains seuils, ça se comprend bien. Alors, l'ISF est un impôt qui est techniquement valable, mais en Corée du Nord. Voilà. Et pourquoi en Corée du Nord? Parce que la Corée du Nord, c'est un pays qui est fermé. Donc, évidemment, je peux en plus vous taxer encore plus fortement si j'ai envie. Donc là, on paye 70%, on pourrait payer 90% d'impôts sur tout ce qu'on gagne. Bon, à un moment donné, rassurez-vous, quand il en reste plus assez, les gens ils arrêtent de faire des efforts. Et quand les gens arrêtent de faire des efforts, il arrive, ce qui arrive d'ailleurs en Corée du Nord et ce qui était arrivé en ex-URSS et qui avait provoqué l'effondrement de l'Union soviétique, c'est évidemment qu'en l'absence d'incitation positive, les gens arrêtent de travailler, arrêtent de produire. Et puis, salaire de merde, travail de merde. Donc le salaire de merde, qu'il soit parce que le salaire est faible ou parce que l'effort soit très fort et l'imposition très fort aussi, peu importe, à la fin il ne reste pas grand-chose, les incitations ne sont pas extraordinaires et donc on laisse tomber. Alors l'ISF, l'impôt sur la fortune, totem d'une gauche qui n'a plus grand-chose à dire socialement, est un impôt qui est techniquement complètement stupide. Et il est stupide parce que vous êtes dans un monde ouvert. Donc évidemment, si vous êtes un petit riche, ce que j'appelle la classe moyenne supérieure, la classe moyenne supérieure, vous ne pouvez pas partir, évidemment. Donc ceux-là, vous rassurez-vous, ce sont eux qui se font tout le temps le plus rincer, mais les vrais riches, ceux qui sont vraiment très très riches, qui peuvent se faire payer des fiscalistes, voire même s'expatrier, évidemment, eux, ils s'expatrient, ils vont se faire tartiner ailleurs, et sous des cieux plus cléments, le paradis fiscal n'existe qu'en miroir de l'enfer fiscal. Et donc c'est parce que vous avez un enfer fiscal comme la France que vous avez en comparaison évidemment des paradis fiscaux. Donc ceux qui plaident, et ça c'est important à mon sens à retenir, ceux qui plaident excusez-moi, pour l'ISF d'un côté, donc le rétablissement de l'ISF d'un côté et un monde ouvert, sans frontières, où c'est la libre circulation des gens et des capitaux, évidemment, je prends mes deux pieds, mes deux jambes, mon capital, et je vais avoir un raisonnement rationnel d'agent économique, c'est-à-dire que je vais aller me faire tartiner ailleurs par une administration fiscale plus clémente. Et de la même manière, au bas de l'échelle, quand je suis au RSA et que j'ai le choix entre être une maman célibataire à 1200 net avec mes deux enfants ou à gagner 1300 ou 1400 net, allez, 1500, soyons fous, mais avec un patron, des frais de déplacement, des frais de garde, etc., etc., et soit dit en passant, le fait de travailler entre-temps,
Qu'est-ce que vous choisissez? Là aussi, vous faites un calcul rationnel économique et vous dites, mais non, je reste à la maison, je m'occupe des enfants, j'ai 1200 €, j'éduque mes enfants, je les élève, etc. Et je suis bien plus heureuse comme ça qu'à aller travailler pour vaguement 200 € de plus ou 300 € de plus par mois, en net, encore une fois, et avec la perte de plein d'avantages. Donc tout ça, ce sont des calculs évidemment rationnels d'agents économiques. C'est pas bien ou pas bien, c'est que les gens, ils raisonnent, et donc ils prennent ce qui est le plus avantageux pour eux. Donc là, on est dans de l'idéologie, on n'est pas du tout dans de l'efficacité. Donc rétablir l'ISF dans un monde ouvert, c'est complètement crétin. Si vous me dites que vous rétablissez l'ISF en fermant les frontières, je vous dis, oh, ok, c'est très crétin pour la création de richesse, mais techniquement, ça va marcher. Alors que dans l'autre cas, techniquement, ça ne marchera même pas parce que les gens ils vont évidemment partir. C'est ce qu'on appelle l'exil fiscal. Alors, quand les grands riches sont partis, il ne reste plus que vous, les classes moyennes. Alors l'avantage de la classe moyenne, c'est que la classe moyenne, elles sont nombreuses. Les classes moyennes, elles ne peuvent pas partir, elles ne peuvent pas se payer de fiscalistes. Enfin, en tout cas, ça ne sert à rien qu'elles se payent des fiscalistes, parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose à fiscalité. Et les classes moyennes se font donc plumer. Donc plus on vous dit que l'on va taxer les riches, plus en fait, on est en train de vous dire que c'est vous qu'on va taxer. Vous, moi, nous, tous, parce que nous sommes les plus nombreux. Donc c'est évidemment toujours la classe moyenne qui se fait tartiner. Ce n'est jamais les vrais grands riches. Eux, vous inquiétez pas, c'est eux qui font les lois. Ils ont tous les lobbyistes pour tenir les crayons. Et puis ils ont toujours une niche fiscale, un aménagement, une capacité de négocier. Donc tous nos super milliardaires, rassurez-vous, sont à l'abri de l'augmentation de la fiscalité. Mais on s'en servira toujours par démagogie en disant voilà, faut taxer les riches. Et puis évidemment, c'est les petits riches qui se font taxer. Or ça, les petits riches, ils font tourner un pays. Et un pays qui économiquement ravage ces classes moyennes est un pays qui se suicide économiquement. C'est valable politiquement, c'est valable économiquement. Quand la classe moyenne, c'est ce qui architecture un pays, c'est sa colonne vertébrale, ce sont toutes les professions intermédiaires, c'est tout ce qui fait tourner la société, de l'agent des impôts au policier en passant par le prof, le cadre moyen dans une entreprise, etc. etc. Tout ça, le consultant, bon bref, tout ça c'est ce qui architecture votre société, et si vous ratatinez les classes moyennes, eh bien, évidemment, vous cassez votre société. Alors, après, il y a l'ISF, comme les successions, cela permet de lutter contre les héritages. Mais en quoi hériter c'est mal? Vous héritez de plein de choses en fait. Hériter est quelque chose de naturel. On hérite du patrimoine génétique de ses parents. C'est profondément inégalitaire. Il y a des parents intelligents, des parents crétins, des parents grands, des parents pas grands, des parents tout petits, des enfants qui seront petits, d'autres grands, enfin bref. Et j'en passe et des meilleurs, donc on hérite du patrimoine génétique. On hérite d'un pays, hein. On est ici, on est de là-bas, on est d'ici, et donc c'est extrêmement inégalitaire. Celui qui va naître, ah bon, le nom m'échappe, mais enfin bon, c'est cette île à côté de la République dominicaine, enfin bon bref, qui est Haïti, voilà. Bon, celui qui va naître à Haïti, c'est quand même pas la même chose que celui qui naît à Paris, quoi. Et celui qui naît même dans la pire des banlieues parisiennes ou des banlieues lyonnaises, c'est peut-être pas pire que de naître à Haïti. Donc évidemment, votre lieu de naissance est profondément inégalitaire. Le quartier, celui qui va naître dans le 16e, ou celui qui est arrondissement avec une petite cuillère d'argent dans la bouche, ou celui qui va naître dans le fin fond d'une banlieue ou d'une campagne, c'est évidemment inégalitaire, de même que la scolarité sera inégalitaire. Vous imaginez pas que les profs ils soient bons partout, il y a beaucoup de mauvais profs et quelques très bons lycées, vous avez de très bons profs, mais la grande masse, c'est juste pas terrible. Bon. Et puis on a une espérance de vie qui est inégalitaire, des usages et des modes de vie qui sont inégalitaires, des métiers qui sont inégalitaires, des pénibilités qui sont inégalitaires. Donc voilà, je ne vous fais pas toute la longue liste. Soit deux enfants de même parents qui héritent, l'un fait fructifier, l'autre dépense tout en faisant la bamboche avenue Montaigne, et donc même face à l'héritage, on va être totalement inégalitaire. Et en réalité, vous allez voir que l'héritage n'est pas du tout un problème. D'abord parce qu'il est déjà fortement taxé, rassurez-vous, nous sommes
France, et qui n'échappe pas à la rapacité de Bercy. Et c'est surtout que de manière naturelle, vous avez à peu près les 3/4 des héritages qui sont dépensés par les héritiers. Donc de toute manière, ça vient même irriguer l'économie d'une manière sans doute plus efficace que ce que fait l'État. Évolution du nombre de demandeurs de RSA, plus on augmente les impôts, la pression fiscale, et plus le RSA il fait quoi? De 1988 à 2018, le nombre de demandeurs de RSA. Donc RMI au départ, RSA après. Donc vous voyez qu'année après année, ça augmente inéluctablement. Plus je lutte contre la pauvreté, plus j'augmente les impôts, plus je crée de la trappe à pauvreté, plus je crée de l'inégalité, et plus je crée du malheur. Voilà, et d'ailleurs ce pays est complètement dépressif. Plus j'augmente la fiscalité et plus je diminue le nombre de lits dans les hôpitaux. Donc non seulement j'augmente la fiscalité, mais en plus le service rendu diminue. Vous savez que c'est ça, 70 000 lits supprimés en 15 ans, source quotidien du médecin. Vous êtes là dans le problème des gilets jaunes. C'est-à-dire que les gilets jaunes, c'est ça que ça dit, hein. Le mouvement des gilets jaunes, qu'on n'aime pas, qu'on soit pour, moi j'ai une grande tendresse pour ce mouvement que j'estime d'abord profondément populaire et profondément sain, justement, pour pointer le grand problème dans les inégalités. C'est que plus on taxe, moins on a de services rendus et plus on a d'inégalités. Je reprends, ça, c'est le nombre de demandeurs de RSA. Ça, c'est la baisse du nombre de lits. Et entre-temps, on se fait tartiner à tous les niveaux par les impôts qui n'ont jamais été aussi élevés et on est premier. Souvenez-vous, le classement de l'OCDE, c'est en France que la pression fiscale est la plus importante et c'est en France qu'on a les services les plus pourris. Donc la question des gilets jaunes, c'était hey, stop. Et où passe le pognon? Donc il y avait une remarque et une question. Stop. Et où passent nos sous? Où passent nos impôts? Où passe notre argent? Et c'est quand même une sacrément bonne question. Et cette question, elle n'a pas été répondue, ni vite répondue, ni du tout répondue d'ailleurs pour le moment. Évolution, donc ça c'est une erreur dans le titre. Là c'est l'évolution du taux de prélèvement obligatoire des administrations publiques. Et donc regardez, depuis 1959 jusqu'en 2007 ici, et donc là en fait on est à peu près à 44, ici c'est 44, je ne sais pas si vous verrez, on est en réalité, souvenez-vous, OCDE 46,2, donc je vous ai mis une petite flèche, aujourd'hui en 2020 on est au-dessus de ce dernier trait noir ici, donc la petite flèche qui est là, et donc on est évidemment dans une tendance haussière. Donc on reprend, plus je paye d'impôts, plus je crée de la pauvreté, moins j'ai de services rendus avec les hôpitaux, mais vous pouvez le faire avec tout, hein, l'éducation nationale qui est l'ombre d'elle-même, etc., etc. Et moins j'ai et plus j'ai évidemment d'impôts. Alors, pourtant, j'ai de plus en plus de dettes, comme la petite bébête qui monte et qui ne descend pas. 1996, 56% de dette sur PIB. 2018, 99. Prévision fin 2020, 120% de dette sur PIB. Donc je vous ai fait un petit montage avec la petite flèche qui est là. Syndrome McCain, plus ils nous en prennent, moins ça marche, plus ils nous prennent notre pognon, moins ils savent bien l'utiliser. C'est effrayant. Pour résumer, rendre les riches pauvres ne rendra pas les pauvres plus riches. Je reprends, rendre les riches plus pauvres ne rendra jamais les pauvres plus riches. Et ça, c'est ce que vous montrent tous les chiffres que vous avez là. Et ça vous le montre sur, pas 5 ans, pas 10 ans, ça vous le montre sur minimum 30 ans. D'accord? Et en fait, ça marche sur 40 ans, ça marche sur 50 ans. Plus on vous prend d'argent, plus il y a de fiscalité et plus c'est terrible. Et d'ailleurs, je vais même vous dire, là, si vous prenez la pression fiscale, c'était quand on payait moins de 35% d'impôts, on va dire. Donc de 1959 à 1975, on paye moins de 30% d'impôts. Et ça s'appelle les 30 glorieuses. Donc là où ça a été glorieux dans notre pays, c'était quand l'État nous foutait la paix. Et donc plus l'État se mêle de tout, et plus l'État emmerde les gens, et plus l'État est étouffant, et plus l'État fait des règles pour tout, contrôle tout, vérifie tout, demande un CERFA, un document, des formulaires pour tout, et moins ça marche évidemment. Ça s'appelle un effondrement sous la complexité. Alors quoi faire? Donc foutre la paix aux Français évidemment, mais c'est pas tout. Cessez de croire que plus d'impôts c'est plus d'égalité, c'est pas vrai. L'égalité ne naît pas du taux d'imposition, mais de l'accès au savoir. Et je vais vous en parler après. La croissance économique est la seule technique réellement valable
pour réduire la pauvreté. Et n'imaginez pas que je sois un défenseur de la croissance économique, du toujours plus d'achats de bidules qui ne servent à rien avec de l'argent que nous n'avons pas. Nous pourrions parler, il faudrait faire une vidéo là-dessus, sur les différentes typologies de croissance économique. Et évidemment, il y a plein de croissance économique possibles et imaginables, y compris des croissances où on réaménage notre territoire, où on privilégie des circuits courts, où on met en place une fiscalité qui est extrêmement forte, mais qui est une fiscalité environnementale, où on taxe le produit qui vient de très très loin pour détaxer le produit qui est fait ici, où on taxe par exemple l'achat du neuf. On peut imaginer une TVA, je vous parlais tout à l'heure de la TVA à 20%, mais imaginons une TVA à 80% sur un iPhone, moi ça ne me pose aucun problème, mais en revanche, il n'y a pas de taxe et il n'y a pas de charge sociale sur le travail de réparation ici, pour que le gars qui répare gagne sa vie, il la gagne bien, et que vous, économiquement, ce soit rentable, évidemment, de faire réparer, et que la réparation, le coût de la réparation soit accessible, par exemple. Donc, on peut imaginer tout ça. Donc, il y a plusieurs modèles de croissance. Et ensuite, et ça, c'est une question qui est très gênante, mais qu'il faut se poser, doit-on accepter l'inégalité? Et qu'est-ce qu'on doit accepter dans l'inégalité? Il y a évidemment des inégalités qu'on doit accepter parce qu'elles sont standards, naturelles, qu'on ne peut rien y faire, qu'elles sont dans l'ordre des choses. C'est l'inégalité de naissance, typiquement, l'inégalité de patrimoine génétique. Alors, certains vous diront, on n'a qu'à faire des bébés augmentés, puis sélectionner que les trucs les plus que les petits spermatozoïdes et les petits ovules les plus intelligents. Bon, c'est une manière de voir. Moi, je pense que ces inégalités-là, il faut les accepter, mais qu'en revanche, ce qu'on ne doit pas accepter, c'est l'absence d'ambition au niveau scolaire. Donc, c'est comme l'immobilier, d'accord, l'emplacement, pour réduire les inégalités, c'est l'instruction. Le savoir, l'ambition et encore l'ambition collective de notre société pour faire des citoyens éduqués, instruits, et ça, quand on a fait des citoyens instruits et éduqués, on a fait des pénibles, on a fait des chiants, on a fait des gens qui réfléchissent, on n'a pas fait des abrutis. Et donc évidemment, quand on n'a pas fait des abrutis, on se crée des problèmes politiques. Donc on a évidemment envie de faire des abrutis, et la tendance, elle est à vouloir faire des abrutis et des générations d'imbéciles plutôt que des gens qui réfléchissent, parce que c'est beaucoup plus facilement malléable et manipulable, un abruti. Et là non, la première résistance intellectuelle, c'est de se former, c'est d'apprendre, c'est de rendre l'accès au savoir possible pour le plus grand nombre, évidemment. Et cette ambition scolaire, elle devrait être énorme. C'est le siècle de la connaissance et on fabrique des abrutis par millions. Travailler beaucoup. Voilà, faut pas s'imaginer que on s'instruit sans travailler, qu'on crée de la richesse sans avoir beaucoup travaillé et sans travailler beaucoup. À un moment donné, dans la vie, il faut beaucoup travailler. Et quand on est très très paresseux, voilà, quand on est moins courageux, c'est une inégalité. Et ça, le courage, des fois, ça s'enseigne pas complètement. Ensuite, les effets cumulés de l'effort dans la durée, il ne faut pas les oublier. Quand je travaille beaucoup pendant très longtemps, évidemment, j'ai un effet cumulé qui est très important. Quand je fiche rien pendant très longtemps, j'ai aussi un effet cumulé, mais inverse, évidemment. Donc, vous avez un effet ciseau entre celui qui a travaillé très beaucoup pendant très longtemps et celui qui ne fout rien depuis très longtemps. Au fur et à mesure où le temps passe, évidemment, l'écart entre eux, il s'écarte. Et il faut le dire, ça. Faut le dire. C'est pas... Vous avez le droit de rien faire. On a le droit de rien faire. Personne n'a le droit de... C'est ça la liberté d'ailleurs. Le gars qui est punk à chien avec son fourgon et qui a envie de regarder le lever de soleil et d'avoir aucune contrainte et de certainement pas se mettre une cravate ou un bleu de travail pour aller travailler, c'est son droit le plus strict. Et ni vous ni moi, on est en droit de lui dire la manière dont il doit vivre sa vie justement. Et la vraie tolérance, c'est ça. Chacun doit pouvoir vivre sa vie comme il l'entend. Mais en général, le punk à chien, il vient pas vous dire salaud de riche. Quoique, voilà. Mais s'il vient vous le dire, c'est complètement dépassé et déplacé de sa part. C'est-à-dire, il fait un choix, l'autre a fait un autre choix, ces choix divers font des vies qui sont très divergentes, très différentes. C'est pas mieux ni moins bien, c'est différent. Et il ne faut pas vouloir dire qu'on va aller prendre le riche qui a beaucoup travaillé pour que le punk à chien il puisse continuer à punker avec son chien dans son coin, quoi. C'est son choix, c'est sa vie, c'est son problème, c'est sa responsabilité. Donc à un moment donné, il faut réapprendre l'effort, la réalité de l'effort, du courage, de la constance. Et si vous ne l'apprenez pas, et si vous dites au gamin non mais t'inquiète pas que tu travailles ou pas, de toute façon tu auras ton bac, tu vas passer, machin, il n'y a pas de redoublement, il n'y a pas de sanction, il n'y a jamais rien, vous ne vous rendez pas service, parce qu'en réalité vous reculez, vous reculez le temps de la rencontre violente avec le mur de la réalité.
Dernière petite chose, les milliardaires français, donc c'était une étude de Forbes, 65% des milliardaires sont des entrepreneurs qui sont partis de rien. Et en France, en fait, donc ça c'est dans le monde, et en France c'est que la moitié. Donc c'est en France, pays où on paye le plus d'impôts, qu'il y a le plus de milliardaires par héritage. Donc en fait, notre système est en réalité encore plus inégalitaire que le reste du monde, puisque chez nous, vous avez moins de chances de devenir milliardaire en entreprenant que dans le reste du monde. Vous avez beaucoup plus de chances de le devenir en héritant que dans le reste du monde, où très majoritairement, les milliardaires sont des gens nouveaux. Avouez, donc de nouveaux entrepreneurs qui s'étaient partis de rien. Avouez que c'est quand même assez saisissant quand même. Hein. Alors, conclusion, formez-vous. Formez-vous beaucoup parce que l'instruction et le savoir, c'est évidemment la clé. Travaillez beaucoup parce qu'il y a les effets cumulés évidemment du travail dans une longue durée. Pensez en temps et en taux horaire. Moi j'ai eu sur une dernière vidéo, oui mais moi je connais des gens, ils travaillent beaucoup et puis plus ils travaillent et ben moins ils gagnent. Et ben oui, parce qu'effectivement le taux horaire c'est quelque chose d'important et que travailler beaucoup mais travailler pour pas beaucoup, ça fait toujours pas beaucoup à la fin. Et quand vous travaillez 60 heures par semaine, ce qui est plus que ce qui est 10 heures de travail par jour, 6 jours par semaine, ça fait 60 heures par semaine. Donc vous imaginez, c'est énorme. On va dire que c'est le plafond pour à peu près réussir à tenir physiquement. Donc si vous travaillez au maximum 60 heures par jour, par semaine à 10 € de l'heure, vous gagnez maximum 600 € par semaine. Et donc sur 4 semaines, c'est bien, 6 x 4, 24, 2400 €. Mais enfin bon, ça ne fait pas de vous quelqu'un de riche et pourtant vous travaillez 60 heures par semaine. Donc effectivement, il y a ce que l'on fait et puis il y a la manière dont on le fait. Et la manière dont on le fait, c'est le taux horaire. Et donc c'est pour ça que pour améliorer son taux horaire, il faut penser en termes de rareté, d'utilité, de besoin et donc de compétences et donc de formation. Plus une compétence est rare, plus elle est chère, plus le taux horaire de cette compétence est élevé, ou si vous répondez à un besoin que les gens ont massivement et que vous êtes le seul à fournir parce que c'est rare et que c'est très utile, et ben vous allez vendre votre produit extrêmement cher et donc pareil, votre taux horaire sera très très bon. Pensez en termes de scalabilité, est-ce que vous avez un client ou 1000 clients, c'est pas la même chose. Si je suis professeur à faire des cours particuliers, bien, même si je vends à 20 € mon cours particulier qui est en dehors des heures d'école, machin, etc. Bon, maximum, je fais 10 heures de cours en soirée, 2 heures, machin, etc. Bref, 10 heures de cours par semaine à 20 €, 200 €. Je ne peux gagner que 200 € maximum par semaine. Alors que si je donne des cours en ligne à plusieurs élèves, et ben peut-être qu'effectivement, je peux me démultiplier, donc augmenter mon taux horaire en ayant plus d'élèves en même temps, à distance par exemple. Épargner, placer, protéger vos sous. Donc moi si je roule en Dacia, c'est que évidemment je ne veux pas dépenser de sous dans ma voiture, pas parce que je ne peux pas dans l'absolu m'acheter une plus belle voiture, mais parce que si je m'achète une plus belle voiture, je m'achète un centre de coût, je m'achète pas un centre de profit, et donc je me retire de l'effet de levier, de l'effet d'épargne, pour pouvoir, par exemple, dans quelques années, financer les études supérieures de mes enfants. Et donc, les études supérieures de nos enfants, c'est quelque chose qui va coûter, par exemple, de plus en plus cher. Et évidemment, ne regardez pas la télé. 9 ans de vie passés devant la télé en moyenne. Voilà, donc on passe 9 ans de vie. Évidemment, voilà pour ces quelques pistes de réflexion, inégalité, richesse, etc. Forcément, c'est déjà très long et pourtant, on pourrait en parler pendant encore plus longtemps et ça pourrait être extrêmement enrichissant. Donc, continuez le débat dans les commentaires. Un grand pouce bleu et mon gros doigt bleu si cette vidéo vous a plu, partagez-la. Inscrivez-vous au Grenier de l'Écho sur le site insolentiae.com. Et puis d'ailleurs, ceux qui veulent aller plus loin, vous avez marre d'être riche, marre d'être pauvre, comment devenir riche, ça c'est les abonnés à la stratégie, vous l'avez, c'est dans la méthode, c'est le document, c'est la méthode infaillible pour arrêter d'être pauvre. Voilà. Les amis, prenez bien soin de vous, je vous souhaite de belles et de bonnes réflexions, de beaux échanges en dessous, et puis je vous dis à la semaine prochaine, prenez bien soin de vous, salut les amis, au revoir.